Bonjour, bonsoir, nous sommes dimanche 24 septembre et il est 0h40. Je vous parle de la Bibliotheca Astrologica et je voudrais vous parler aujourd'hui, ce soir, de l'intérêt de l'astrologie, je veux dire, si on peut dire comme ça. Qu'est-ce qui peut être intéressant dans la pratique de l'astrologie? Vraiment intéressant. Dans quel cas l'astrologie nous apporte vraiment quelque chose? Alors, il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs discours à ce sujet qui traînent, enfin qui circulent. Certains vous diront que ce qui les a frappés de manière remarquable, je pense notamment à Susanne Fusobrecht qui disait qu'elle avait été complètement interloquée quand elle avait consulté Astroflash et qu'elle avait vu à quel point les descriptions que donnait Astroflash de ses enfants étaient pertinentes et percutantes et permettaient de bien les distinguer les uns des autres. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Hein. Il y a des coïncidences frappantes, qui ne sont souvent que des coïncidences. Mais cela dit, il y a effectivement certaines personnes invoquent une expérience de découvrir dans leur thème ce qui va corroborer leur existence en quelque sorte, ou leur conscience, ou leur identité. Très franchement, je suis très sceptique sur cette expérience concluante. Et il est vrai que l'astrologie fournit, est censée, est supposée fournir un référentiel de naissance, comme dirait Georges Colleuil, en parlant d'autre chose, enfin on peut employer cette expression de manière générale. C'est-à-dire un noyau, quelque part. Un noyau qui serait la racine. Et alors le mot racine est intéressant, puisque on emploie en astrologie pour désigner le thème natal, on dit le radix. Mais quelque part, c'est ça, c'est la racine. La provenance, le point de départ. Les gens ont besoin de se dire que ce qu'ils sont devenus était déjà là, en germe. Qu'ils ne sont pas devenus ce qu'ils sont devenus par hasard. Ou qu'en tout cas, si le hasard est intervenu, il a déjà joué au moment de la naissance. Dans la main, comme on parle au bridge, qu'on a reçu à la naissance. Je ne pense pas que ce soit très convaincant d'aller dans cette direction. Et d'ailleurs, pour une raison très simple, c'est que je crois que les gens changent. Et que lorsqu'ils ne changent pas, ils sont prisonniers de leurs habitudes, beaucoup plus que de leur essence. D'ailleurs, vous remarquerez à quel point, quand les gens disent « je suis ceci, je suis cela », ce sont des habitudes. Souvent mauvaises d'ailleurs, comme la plupart des habitudes dont on n'arrive pas à se débarrasser. Ce sont des habitudes, ce sont des addictions, ce sont des goûts. C'est tout cela qui constitue ce que les gens appellent leur être. Et je dirais même que c'est une forme c'est anecdotique, c'est-à-dire que ce sont des choses qui n'arrivent pas à être assimilées, qui n'arrivent pas à être intégrées, et qui surnagent. Donc l'astrologie serait là pour nous parler de ce qui surnage en nous, de ce que nous n'arrivons pas à évacuer,
et qui se perpétue, qui perdure. L'astrologie serait dans la pérennité. Alors, donc ça c'est un des fondements de la croyance astrologique. Je crois que ce fondement-là, il est voué à faire long feu, parce que d'abord les gens ne se connaissent pas, et quand ils se connaissent, eh ben, c'est justement pour des petites choses comme cela, des petites idiosyncrasies, des petites habitudes, des tics, des tendances qui ont perduré, comme je disais. Alors, une autre expérience que je trouve beaucoup plus concluante, elle se situe dans la temporalité, et non pas dans le thème natal. Il faut un certain âge pour apprécier certains aspects de l'astrologie. À condition toutefois qu'on pratique une astrologie cyclique et une astrologie avec des phases successives et récurrentes. Or, comme beaucoup d'astrologues s'ingénient à complexifier les choses à l'envi, eh bien, en fond, on n'a jamais des choses qui reviennent complètement identiques. Certains astrologues, d'ailleurs, ont tenté d'insister sur le fait que, finalement, quand on peut très bien étudier un cycle planétaire, comme l'a fait d'ailleurs André Barbeau, ou comme l'a fait Albert Mazar avec Jupiter-Saturne, il y a un bon millénaire, sans pour autant avoir à considérer les facteurs et le contexte global. En ce sens-là, il faut décontextualiser l'astrologie. C'est-à-dire, il faut, quand on étudie par exemple Jupiter-Neptune, on étudie Jupiter-Neptune, peu importe dans quel signe, peu importe s'il y a d'autres aspects qui jouent, on étudie Jupiter-Neptune et sa récurrence. Moi, je me parlais d'une approche saine, mais qui va à l'encontre, d'une certaine façon, des pratiques des astrologues qui consistent au contraire à constamment considérer la globalité, l'ensemble du thème, l'ensemble des interactions. Et à partir de ce moment-là, il n'y a jamais deux thèmes semblables, ni deux événements semblables, donc on ne va pas très loin. Donc quand je dis étudier les récurrences, j'entends effectivement, expressément, que l'on va privilégier certaines configurations, qu'on va voir si ces configurations se répètent, et on va laisser de côté tout le reste. On va faire abstraction de tout le reste, de tous les autres, tous les autres facteurs planétaires, célestes, zodiacaux, autres que ceux que l'on considère dans son propre modèle. À mon avis, il faut une rigueur à ce niveau-là, une rigidité, il faut s'en tenir au modèle, au pattern. Et un pattern aussi simple et aussi récurrent que possible. Et on sait que si on veut, on peut toujours complexifier les choses à l'infini en astronomie et en astrologie. Donc, on admettra que l'astrologue ou que la personne qui s'intéresse à l'astrologie dispose d'un modèle simple, répétitif, récurrent, et que l'on peut appliquer sur une période relativement longue, je dirais une quarantaine d'années par exemple, pour qu'il y ait eu des répétitions justement. Et pour qu'il y ait des répétitions, il faut qu'il y ait des cycles relativement courts, comme les cycles de 7 ans ou de 3 ans. Si on travaille sur des cycles beaucoup trop longs, ben, on n'aura pas de répétition, puisque ça va se produire 3 fois dans l'existence, pour les cycles de Saturne, ou une seule fois pour les cycles d'Uranus. Ne parlons pas des cycles au-delà d'Uranus. Donc là, on est vraiment dans besoin de cycles courts et qui se répètent, comme le cycle de 7 ans, qui fait que j'ai découpé le cycle de Saturne de 28 ans en 4 temps de 7 ans, sur la base des rencontres avec les 4 étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalo.
Alors, ce qui est assez fascinant, et à mon avis, je vais dire très franchement, que la consultation astrologique, elle est, en fin de compte, liée à une curiosité, à une interrogation. Je crois que les gens ne cherchent pas forcément à ce qu'on les aide, ils veulent tout simplement vivre une expérience. Et cette expérience, eh bien, c'est par exemple de voir si la vie d'une personne, les moments significatifs de cette personne, et les moments récurrents, parce que ce qui est accidentel ne nous intéresse pas beaucoup, les choses qui sont récurrentes, eh bien, ça correspond à des cycles récurrents. C'est là l'enjeu. Un bon astrologue, c'est quelqu'un qui, avec un modèle très simple, enfin, quand je dis un bon astrologue, ça veut dire non seulement quelqu'un qui est un bon praticien, mais quelqu'un qui a élaboré de bons outils, de bons modèles. Pour moi, la leçon d'astrologue, c'est quelque chose de plus global que le simple praticien qui applique tel et tel modèle qu'il a trouvé quelque part dans tel et tel bouquin ou qu'on lui a enseigné, etc. Un bon astrologue, c'est quelqu'un qui maîtrise son propre sujet, complètement. Qui maîtrise les outils, qui sait pourquoi. Je dis toujours, qui est capable de démonter et de remonter l'objet, de A jusqu'à Z. Donc, tous ces préalables étant donnés, étant fournis, étant acceptés, nous dirons que il est fascinant de constater que certains événements qu'on ne reliait pas entre eux au cours de notre vie, eh bien, ils font sens au regard d'un certain modèle astrologique. C'est-à-dire que certains événements se sont produits aux mêmes phases, à des époques différentes. Et ça me paraît très impressionnant comme expérience. Et c'est cette expérience-là que l'astrologue, digne de ce nom, doit pouvoir proposer et promettre à son client. Ça n'empêche pas du tout, bien évidemment, de se projeter sur l'avenir. On ne va pas dire que c'est une expérience. Ça sera une expérience quand les choses se seront réalisées. Bon, donc, soyons sérieux. On est en train de parler du passé. Et on revient sur le passé. Et à la lumière notamment, pour que les choses soient relativement simples, de la vie des couples ou du couple. J'ai la faiblesse de croire en effet que les femmes passent par des phases. D'où la fameuse expression de Rigolito, la donna est mobile, la femme est, comme on dit, comme la plume au vent. Bon, c'est une traduction un peu romantique de l'italien. Comme la plume au vent, femme est au large, je crois que ça. En italien, c'est la donna è mobile, etc. Bon. Et oui, les femmes ont des cycles, les femmes ont des périodes, et on parle de périodique, tissu périodique, je comprends très bien. Elles ont des règles, et elles sont donc bien placées pour nous parler d'astrologie, pour vivre l'astrologie. Mais à partir du moment où nous vivons avec des femmes, même si nous ne sommes pas des femmes, nous côtoyons des femmes, nous sommes impliqués avec des femmes, eh bien, croyez-moi, ça va aussi, même si ce sont des cycles féminins, ça va nous affecter sensiblement et singulièrement, et peut-être même plus que les femmes elles-mêmes, mais pas de la même manière. On va subir des choses, alors que chez elles, ça sera quelque chose de spontané. Elles comprendront, enfin, ça sera en elles-mêmes, donc ça sera quelque chose qui ira de soi, alors que subir certaines choses de la part de femmes, c'est se confronter à une forme d'irrationnel, mais qui n'est pas un véritable irrationnel. Justement, l'astrologie, elle est là pour nous montrer que ce n'est pas irrationnel. En tout cas, que les femmes se comportent d'une certaine manière selon une programmation, selon une détermination qui est cyclique et qui est parfaitement balisée. Même si elles n'en ont pas conscience, elles suivent des règles précises. Donc l'expérience que je
à laquelle je vous invite, c'est de relier sur 20-30 ans des moments mémorables, des basculements mémorables, qui vont dans deux sens, comme vous le savez, le sens du recommencement, du retour, du rappel. Là, je vais revenir là-dessus, ou le sens, au contraire, du départ, de la distance, du désengagement. Ce qu'on demande, c'est de regarder un peu à quel moment l'un ou l'autre de ces pôles se met en avant. Et si ça revient, essayez de mettre en équation toute votre vie sentimentale et affective, et en voyant à quel moment ça va durer, et s'il n'y a pas quelque part une forme d'alternance entre la dialectique de la séparation et la dialectique du retour dans le couple. Alors, j'en profite là, bon, je suis un peu fatigué, j'en profite pour préciser encore une fois un peu plus ma pensée sur ces questions-là, à savoir que il y a une période où la femme régresse en quelque sorte. Voilà, elle régresse. Elle, dans son comportement par rapport à l'homme, elle régresse. C'est-à-dire qu'elle a besoin de lui, elle reconnaît, elle se soumet à lui, elle est subjuguée par lui, ça vient du mot joug. Et donc, quelque part, la phase 1, la phase conjonctionnelle, mais qui est à cheval sur la conjonction, 15 degrés avant la conjonction, 15 degrés après, en gros, est une phase où l'on accepte quelque part, on va à Canossa, on accepte quelque part une certaine forme de soumission à l'homme, qui est dans la nature de la femme quelque part. Et inversement, au bout de 3 ans, 3 ans et demi, elle se rebiffe contre cet état de choses, elle ne veut plus entendre parler de ce principe d'infériorité quelque part, de besoin de protection par l'homme, et donc on bascule à la phase 2 du cycle de Saturne, le cycle de Satan, et là, en effet, on va avoir des femmes qui vont être beaucoup plus dans une exigence de liberté, dans une exigence d'autonomie, et qui ne supportent pas une exigence de parité et d'égalité, qui ne supportent pas l'idée que l'on puisse se soumettre à une quelconque instance ou un personnage comme ça, au nom du passé, au nom de l'histoire. C'est le problème de l'autorité, quelque part. C'est le problème de la reconnaissance ou non de l'hégémonie. Quelqu'un qui ne reconnaît pas l'hégémonie de qui que ce soit, il y a deux solutions. Soit il est lui-même hégémonique, et dans ce cas-là, c'est logique. Soit il n'est pas hégémonique, mais il est dans le déni de l'hégémonie, et ça fait problème. Et il risque de rater les phases 1, qui sont des phases où il faut soit être hégémonique, soit reconnaître l'hégémonie. Il n'y a pas 36 solutions. Quitte ensuite, en phase 2, de ne plus vouloir assumer cette hégémonie, de ne plus vouloir supporter cette hégémonie, mais chaque chose en son temps. Il y a un temps pour chaque chose, dirait l'excellent.